Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Merci à la Société d'arthrite de l'invitation. Merci aussi à Josie qui va être la modératrice pendant ma conférence. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est la qualité de vie. Quand j'ai pris mes cours à l'université, pour moi, la qualité de vie, c'était un peu abstrait. On parle de la qualité d'un matériau, les qualités d'une personne, mais la qualité de vie, pour moi, c'était abstrait. Pour vous, et je pose la question vraiment aux personnes aussi dans les villes satellites et à la maison, et aussi ici dans la salle, pour vous, à main levée, la qualité de vie, ça représente quoi? Est-ce que vous avez des mots précis? Si vous vouliez préserver votre qualité de vie, qu'est-ce que vous souhaiteriez préserver? Il y a deux choses qui ont été mentionnées ici sur les tables devant, merci. Donc, la mobilité. Et ça, la mobilité, on n'en parle pas très souvent. Évidemment, on est dans un contexte d'arthrite. Pour nous, c'est absolument fondamental, mais c'est fondamental pour tout le monde. Et quand on y pense, si on s'imagine dans nos vieux jours, on veut rester chez soi, on veut préserver notre autonomie, et sans mobilité, c'est difficile. Il y a aussi la santé, comme thème qui a été mentionné, donc ça aussi, c'est assez fondamental. Josie, est-ce que tu as des réponses? Oui, Denis, on me dit ici autonomie aussi, qui revient sur le web et dans la salle. Bon, l'autonomie, bien sûr. Et l'autre chose qui revient vraiment souvent par rapport à la qualité de vie, c'est pouvoir préserver toute sa tête, en préserver ses capacités cognitives. Et là, on peut se dire, dans un contexte d'arthrite, les capacités cognitives, c'est pas directement relié. C'est un peu vrai. Mais si on fait le lien avec la mobilité, si on perd de la mobilité, ce qu'on souhaite pas, ce qu'on peut prévenir d'ailleurs, si on s'isole en raison de cette perte de mobilité-là, l'isolement, la perte d'autonomie, il peut avoir un certain lien avec les fonctions cognitives. Quand je donne des entrevues pour mes livres dans les périodes de promotion, parfois les journalistes me disent non, on veut pas parler des fonctions cognitives, on veut parler des exercices pour le dos, des exercices pour le cou. Mais non, les fonctions cognitives, votre cerveau, c'est le chef d'orchestre de vos mouvements, c'est le chef d'orchestre de vos muscles et de tous les tissus qui sont dans votre corps. Donc, ces capacités cognitives-là, on veut les préserver et on veut garder on veut les garder tout au long de notre vie. La maladie d'Alzheimer, c'est probablement une des maladies qu'on craint le plus. Et l'autre chose aussi qu'on peut rajouter par rapport à la qualité de vie, je ne sais pas si vous allez avoir l'impression que je change de sujet, mais est-ce que vous aimez ça des voyages organisés? Ah, il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non. Moi, j'haïs ça. Moi, voyager en groupe, là, l'autobus, puis on visite toute la même affaire, j'haïs ça. Et il y a des personnes qui ne jurent que par ça. J'ai des amis qui ne font de leur voyage que par groupe. Les maladies, elles trippent vraiment, elles aiment beaucoup les voyages en groupe. Donc, ça arrive souvent qu'on a plus qu'une maladie, malheureusement, mais il faut en tenir compte. La prévalence de l'arthrite, environ, là, en pourcentage, c'est combien? 20%? Quelque chose comme ça? En tout cas, dans les chiffres qu'on donne, c'est souvent 20%. Si vous êtes obèse, ou les personnes obèses, la prévalence de l'arthrite monte à combien? 31%. Si on va voir les personnes qui sont diabétiques, chez ces personnes-là, la prévalence de l'arthrite est à combien? 47%. Et c'est presque la même chose pour les personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires. La prévalence de l'arthrite est 47%. Fait que quand je vous dis que les maladies aiment voyager en groupe, c'est un peu avec un clin d'œil, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je vous parle d'arthrite, mais vous disiez tout à l'heure que préserver sa santé, c'était fondamental. Donc évidemment, les conseils que je vous donne, c'est pour votre santé aussi en général. Oui, vous êtes peut-être atteinte d'une forme d'arthrite, mais il y a aussi cette santé-là qu'il faut préserver. Et le fait de la préserver, ça vous rend plus solide aussi pour affronter l'arthrite. Donc, pour moi, le but de la conférence, c'est d'essayer de vous outiller pour améliorer votre qualité de vie, pour préserver votre qualité de vie. Et moi, il y a une chose qui me choque vraiment auprès de mes patients, ce que j'entends parfois auprès de mes patients, c'est que on est parfois atteint d'arthrite et on a presque l'impression que, pas toujours, mais qu'on ne pourra plus s'améliorer tant que ça, que peut-être que pour certaines articulations, par exemple, il y a des déformations, mais l'arthrite n'enlève pas les capacités d'adaptation de votre corps et elles sont absolument spectaculaires. Vous êtes en train de manger, là, la table sur laquelle vous êtes assise, là. Si on revient dans 3 semaines voir la table, elle n'aura pas changé, la table, elle va être pareille. C'est simple.
Votre corps va avoir changé. Il va avoir changé en fonction de ce que vous faites, mais aussi en fonction de ce que vous ne faites pas. Par exemple, si vous êtes très, très sédentaire. Donc, ces capacités d'adaptation-là, et là, je vais avoir une question pour vous. La question, je répète, c'est aussi pour les personnes qui sont dans les villes satellites et les personnes à la maison. Les structures dans votre corps qui vous permettent de stimuler cette capacité d'adaptation-là, c'est lesquelles? Ça peut sembler très théorique pendant que vous pensez à la réponse. Ça peut sembler très théorique, mais non, c'est très, très, très pratique et on va parler de ça pendant 1 heure, de chacun de ces aspects-là. Qu'est-ce qui, dans votre corps, vous permet de vous améliorer? Qu'est-ce qui, dans votre corps, peut changer en fonction de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas? Josie, est-ce qu'on a des réponses? Pardon? Les endorphines, oui, c'est vrai, ou tout ce qui est hormones, bien sûr, mais des organes qui vous permettent... Ici, on m'a montré le cerveau. C'est sûrement pas vos cheveux. Hein? Non, le cerveau, c'est ça. OK. Non, parce que le cerveau, les cheveux, pour s'adapter, ça, c'est assez poche. Hein? Ça marche pas bien, bien. Mais le cerveau, oui, effectivement, c'est une des bonnes réponses. Votre cerveau se métamorphose. Par exemple, si, en raison de l'arthrite, vous diminuez votre niveau d'activité physique, il va avoir des effets sur votre cerveau. On parle souvent de la douleur chronique dans un contexte d'arthrite. Mais le cerveau, c'est lui qui va gérer la douleur. Donc, le cerveau est capable de s'adapter positivement, et ça, peu importe votre état de santé, et aussi peu importe votre âge. Je vous dis, est-ce qu'on a d'autres réponses? Bien, la physiothérapeute se demande si les muscles peuvent jouer quelque chose. Avec un gros point d'interrogation. Le dernier livre que j'ai écrit, c'était Lève-toi et marche, et le titre provisoire, c'était L'éloge du muscle. Et si j'arrivais à vous convaincre aujourd'hui à quel point le muscle peut s'adapter, si on se mettait à faire des push-ups, tout le monde ensemble, 4-5 push-ups là, sur le bord du mur comme ça, et on faisait ça tous les jours pendant 3 semaines, est-ce que vos muscles changeraient? Oui. Ça peut sembler tellement banal, mais dans un contexte d'arthrite, d'avoir ce pouvoir-là sur vos muscles. Et quand je dis métamorphoser, vraiment, c'est métamorphoser. On va en parler aussi un petit peu plus tard. Est-ce qu'on a d'autres réponses, Josie? Oui, on a une réponse intéressante qui est l'énergie sur le web. Oui, l'énergie. En fait, l'énergie, c'est souvent le résultat de cette adaptation-là. Par exemple, il y a des mitochondries dans vos muscles, les centrales énergétiques de vos muscles. Donc, plus on a de mitochondries, plus théoriquement, on a plus d'énergie. Il y a un autre organe, si on peut appeler ça un organe, vos vaisseaux sanguins. Et là, dans un contexte d'arthrite, vous pouvez dire, ouais, qu'est-ce que ça change, les vaisseaux sanguins? Ça change tout. On va parler de synovie dans quelques minutes, de membrane synoviale. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez ce terme-là, mais la membrane synoviale, elle flotte pas dans l'espace. Elle est branchée après vos vaisseaux sanguins. Et dans un contexte d'arthrite, évidemment, l'arthrite, c'est une centaine de formes d'arthrite. On généralise là aujourd'hui, mais on pourrait apporter plusieurs nuances. Mais l'apport sanguin à votre membrane synoviale qui produit la synovie, c'est absolument fondamental. Quand j'ai pris mes cours, pour moi, j'imaginais, j'avais mes vaisseaux sanguins. Merci beaucoup, bonjour, c'est comme ça. Puis c'est ça qui est ça. Non, les vaisseaux sanguins vont et particulièrement les capillaires, les tout petits vaisseaux sanguins. Donc, c'est une autre structure qui permet à votre corps de se transformer. Et c'est pour moi, c'est un outil vraiment très, très puissant dans un contexte d'arthrite. Parlons un peu de cartilage. Je parle souvent de cartilage dans mes conférences et je dis souvent au début, qui s'est levé ce matin en pensant à ses cartilages? Et là, tout le monde dit, tout le monde part à rire, pas moi, c'est pas nécessairement des gens qui ont des problèmes d'arthrite. À main levée, qui a déjà pensé à ses cartilages? Bon, il y a quelques personnes, je vous vois pas, je sais pas si on peut allumer la lumière un petit peu plus dans la salle. Donc, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont pensé à leur cartilage ce matin. Pourtant, dans un contexte d'arthrite, d'arthrose, mais aussi d'arthrite, les cartilages, c'est assez fondamental. Si je vous posais la question, à quoi ça sert un cartilage? Est-ce que c'est utile? OK, on m'a parlé de coussin, on m'a parlé de suspension. On a dit aussi que ça permettait au mouvement d'être plus fluide. Donc, on voit à l'écran, ce qui est en bleu, c'est des cartilages. Donc, ça recouvre vos os. Et ces tissus-là vont permettre au mouvement d'être plus harmonieux et ça protège vos os. De l'arthrose, par exemple, ou plusieurs formes d'arthrite, ça va maganer, ça va abîmer vos cartilages. Et quand il n'y a plus de cartilage du tout, ce qui arrive dans un contexte d'arthrite et particulièrement d'arthrose, qu'est-ce qui est usé ensuite? L'os. Vous avez déjà cogné le tibia quelqu'un, j'imagine? Ça fait mal, se faire cogner le tibia. Donc l'os, quand l'os est blessé, quand l'os est déformé, évidemment, ça peut être, et c'est souvent très, très douloureux.
Donc, le cartilage, il y a deux choses qui ont manqué leur coup quand ils nous ont posé ces cartilages-là, et c'est assez fondamental dans un contexte d'arthrite. Premièrement, ils n'ont pas mis de vaisseau sanguin après les cartilages. Si vous vous coupez, bon, c'est pas trop profond, c'est pas la folie furieuse, là, vous allez finir par cicatriser, personne ne s'énerve avec ça. Mais si vous blessez vos cartilages, et de toute façon, dans un processus normal dégénératif, on finit par avoir de l'usure au niveau des cartilages, est-ce que les cartilages peuvent se réparer? D'après vous? Oui ou non? Bon, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. La réponse, c'est non, parce qu'il n'y a pas de sang qui se rend là. Si vous restiez dans le fin fond du Québec et dans le petit chalet que vous êtes construit, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a rien pour vous soigner. Si vous tombez gravement malade, vous allez finir par mourir. Bien, les cartilages, c'est un peu ça. Donc, quand les cartilages sont usés, c'est difficile, ou c'est impossible soi-même de réparer ces cartilages-là. Même la science n'est pas encore super avancée pour réparer complètement ces cartilages-là. Donc, un cartilage usé, ça reste usé. Je vous ai dit qu'il y avait deux problèmes avec le cartilage. Le premier, c'est celui que j'ai nommé. Il n'y a pas de vaisseau sanguin, comme à votre peau. Et l'autre petit bout qui n'ont pas réussi, c'est qu'il n'y a pas de nerfs. Pour la majorité de vos cartilages, il n'y a pas de nerfs. Donc, si vous êtes dans le fin fond du Québec et il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de médecin, tout ça, puis en plus, vous n'avez pas votre téléphone cellulaire, si vous vous blessez, vous ne pourrez même pas appeler quelqu'un. Tout le monde me suit? Donc, si vous vous blessez à vos cartilages, est-ce que votre cerveau a une façon de savoir que vous vous êtes blessé? Non. Bon. Ça fait que là, c'est très paradoxal parce que quelqu'un pourrait lever la main. Peut-être qu'on a des questions, Josie, est-ce qu'on en a? Non? Il y en a une ici? Ben merci. On dirait que j'ai scripté votre question. C'est une excellente question et c'est une question que nous, comme cliniciens, comme chercheurs aussi, d'où vient cette douleur-là? Si ce n'est que des cartilages qui se sont usés, comment ça se fait qu'on a mal? Donc la douleur peut venir très souvent de l'os. S'il y a tellement pas beaucoup de cartilage que finalement on est rendu à l'os, l'os fait mal. Mais le cartilage, en se fissurant, en se blessant, libère des produits chimiques qui, eux, peuvent déclencher des processus inflammatoires dans la membrane synoviale, on va en parler, ou à d'autres tissus. Mais la blessure au cartilage ne cause pas nécessairement de douleur systématique. Vous, est-ce que vous croyez aux cartomanciens, aux personnes qui lisent dans l'avenir? Il y a des gens, oui, des gens. Moi, je crois pas à ça. C'est arrivé une fois, j'avais été voir quelqu'un, puis vraiment m'a prédit des affaires, c'était comme surréaliste, mais à part elle, à part cette personne-là, moi, je crois pas du tout à ça. Ben, les cartilages, c'est pas des bons tissus pour prédire l'avenir. Donc, si vous avez une radiographie et on voit qu'il y a de l'usure de vos cartilages, qu'il y a de l'arthrose, par exemple, ou peu importe le contexte, on ne peut pas automatiquement dire que vous êtes condamné à la douleur. Et les cartilages ne prédisent pas non plus le présent. Si on divisait la salle en deux groupes, ceux qui ont des cartilages un peu usés et d'autres modérément usés, et on essayait de deviner qui a mal, qui a pas mal, on aurait beaucoup, beaucoup de misère. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Une articulation, en l'occurrence un genou, bien sûr, c'est des cartilages, bien sûr, c'est des os, mais c'est aussi des muscles. On les évalue pas souvent, les muscles, on n'en entend pas souvent parler, des muscles, mais c'est aussi des muscles, c'est aussi une articulation qui bouge avec des capacités physiques. Si c'est votre genou, par exemple, qui est atteint d'arthrite, peut-être que votre cheville va bien, peut-être que votre hanche, c'est pas pire. On a aussi ces articulations qui sont normales ou pas, mais il faut avoir vraiment une vue d'ensemble pour pouvoir vous aider à améliorer votre qualité de vie, améliorer vos capacités physiques, vous permettre de faire le plus possible vos choses normalement. Donc, oui, les cartilages, c'est fondamental, mais il faut aussi les mettre en contexte. Et il y a cette synovie-là, parce que l'autre question qui pourrait être posée, c'est, OK, s'il n'y a pas de sang qui se rend au cartilage, comment ça se fait qu'à partir de 10, 15 ans ou 20 ans, c'est pas scrap, c'est pas fini, puis ça ne sert plus à rien. Donc, la synovie, qui est produite par la membrane synoviale, et ce liquide-là, ça lubrifie, ça nourrit vos articulations. Il y a juste un problème, c'est que si vous ne bougez pas, d'après vous, est-ce que le liquide synovial a des qualités, des avantages si vous êtes très, très sédentaire, par exemple? Non. On va prendre un autre exemple, l'exemple de votre moteur de voiture. Souvent, on connaît plus la mécanique de son moteur de voiture que de la biomécanique du corps. Puis c'est correct comme ça, mais si vous avez une voiture et vous n'en êtes pas servi pendant 6 mois, vous n'avez pas évidemment fait de changement d'huile, vous n'avez rien renouvelé, et vous décidez de prendre votre voiture et vous voulez rouler à 120 km/h puis il fait moins 30 dehors. Personne ne va faire ça.
On se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais vos articulations, là, c'est le genou qui est illustré, mais c'est toutes les articulations. Bien, cette synovie-là a le même rôle que l'huile dans un moteur de voiture. C'est vraiment une sorte d'huile. Et si vous ne bougez pas, comme votre voiture que vous auriez remisée pendant 6 mois, bien, l'huile, elle va pas lubrifier les pièces du moteur. Puis on peut s'imaginer que c'est peut-être pas l'idéal non plus pour les pièces du moteur. On dit souvent, dans un contexte d'arthrite ou pas, mais bouger, faire de l'activité physique, c'est une bonne raison. Faites-en, c'est bon pour la santé. Pourquoi c'est bon pour la santé de bouger? Pour plein de raisons, mais entre autres, pour mobiliser votre synovie. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est un élément qui est fondamental pour prendre soin de ses articulations. Et c'est pas parce qu'on a de l'arthrite, peu importe la forme, qu'on n'a pas des articulations qui sont aussi en santé. Il faut prendre soin de celles-là aussi. Parfois, il y a des patients qui ont, ça nous est arrivé, Josie, en travaillant à Sainte-Justine avec des petits patients qui ont vraiment des articulations, comme on dit en bon québécois, qui sont maganées. Là, c'est difficile d'aller récupérer ça. Parfois, on va parler de prothèses, mais il y a toujours d'autres articulations aussi, et celles-là ont aussi de la synovie. Il faut en prendre soin. Dans un contexte d'arthrite, il peut y avoir des problèmes avec la membrane synoviale qui produit trop de liquide, ça enfle, tout ça. Je fais juste une petite parenthèse. Dans un cas d'arthrite, la membrane dans tous les cas, la membrane synoviale, il y a des vaisseaux sanguins, comme après votre peau. Bon. Et quand on a de l'arthrite, dans certains cas, il y a trop de vaisseaux sanguins, la circulation sanguine, elle est un peu perturbée, et le fait de faire de l'activité physique, ça a un effet positif sur ces petits capillaires-là pour qu'ils fonctionnent mieux. Quand je vous disais que vos vaisseaux sanguins, ça permet à votre corps de se transformer. Bon, là, ça fait quoi? Ça fait comme 20 minutes, j'ai commencé la conférence, il n'y a pas de vaisseaux sanguins de personnes qui se sont transformées. Mais si vous décidez de faire de l'activité physique régulièrement, ça ne prendra pas 40 ans avant que ça se transforme. Ça se fait quand même assez rapidement et ça a des bienfaits aussi pour votre membrane synoviale. Donc, c'est vraiment pas un détail, c'est absolument fondamental. Répond une question très courte que je vais vous poser. Est-ce qu'on doit bouger ou non en présence de douleur? Quand on a de l'arthrite, on est beau être rempli de la meilleure motivation, de la bonne volonté, puis on voudrait, donc je vais attendre votre réponse, hein, on voudrait bouger. Est-ce qu'on doit bouger ou non en présence de douleur d'après vous? OK, fait que c'est assez l'unanimité. Je ne sais pas si on a des réponses aussi dans les villes satellites ou à la maison. En fait, oui, c'est une bonne idée de bouger, mais moi, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Si vous avez une douleur aiguë, donc une douleur récente, pas parce que vous avez de l'arthrite, vous ne pouvez pas vous faire une entorse à la cheville. Et parfois, oui, c'est un lien avec l'arthrite, mais parfois, il y a un accident aussi. Donc, quand c'est vraiment frais fait, comme on dit, ben, dans le mouvement, dans l'activité physique, on va mettre des nuances. Il y a 3 formes d'activité physique. Les activités physiques de faible intensité, comme là, en ce moment, je marche, ça, c'est de faible intensité. Intensité modérée, si je marchais et que j'avais chaud, là, je transpire, je respire un petit peu plus vite. Et activité physique d'intensité soutenue. Josie, notre modératrice, est une experte coureur. Et donc, la course, c'est une activité physique d'intensité soutenue. On revient à notre douleur aiguë. Donc, de bouger dans des activités physiques de faible intensité, c'est peut-être préférable que d'aller faire une activité plus exigeante qui risque d'augmenter l'inflammation si je me suis blessé à la cheville, pour prendre cet exemple-là. Denis, j'ai une question. Oui. Est-ce que je peux me permettre? Tout à l'heure, on a parlé des facteurs aggravants dans une autre conférence par rapport aux douleurs articulaires. Ouais. Puis le médecin suggérait aussi une perte de poids. Donc, quand on veut combiner plusieurs approches pour nous aider, dans quelle sphère des activités physiques on se dirige pour être capable d'orienter une perte de poids efficace? OK. Dans un contexte, je vais répondre à cette question-là. Dans un contexte, on parle vraiment de douleur. Est-ce qu'on doit bouger ou pas? Si on a une douleur persistante, puis je vais revenir à la question qui est très pertinente. Si on a une douleur persistante, donc une douleur qui est là depuis longtemps, c'est là que votre réponse, je pense, est excellente. Oui, on doit bouger, mais on doit adapter l'activité physique. Absolument, c'est vrai dans tous les cas, mais dans un contexte de douleur encore plus. Ici, on a une raideur articulaire. Il y a des personnes ici qui n'ont pas nécessairement de la douleur tout le temps, mais qui ont une raideur articulaire, peu importe l'articulation. C'est encore plus important de bouger, mais encore une fois, il faut adapter l'activité physique. Ici, on a de l'arthrite ou de l'arthrose, parce que je pense qu'il y a eu une conférence ce matin sur la différence entre les deux. Je ne rentrerai pas dans tout ça, mais quelle question qu'on a à se poser, en fait, si c'est de l'arthrite ou de l'arthrose, est-ce que je dois bouger ou pas? Essayez de voir s'il y a une réaction inflammatoire que vous pouvez percevoir. Donc, une réaction inflammatoire, c'est quoi les signes qu'on peut voir? Je vais reprendre mon exemple du genou parce qu'elle est la plus visible. Qu'est-ce qu'on peut observer? Chaleur, édème, enflure, rougeur. Hein, ça ressemble pas mal à ça.
Donc, chaleur, rougeur, c'est gonflé. Donc, si on a une réaction inflammatoire, ben, on va y aller mollo avec cette articulation-là. Mais la pire chose que vous pouvez peut-être faire, c'est de complètement vous immobiliser. Et dans un contexte d'arthrite, bon, en principe, vous devriez être suivi par une équipe, des médecins, des spécialistes, des professionnels de la réadaptation aussi. Bien, évidemment, vous leur demandez leur avis à eux. C'est pas moi dans une conférence, il y a plusieurs centaines de personnes qui vont établir ça. Mais c'est vraiment important de bouger. Par rapport à la question de Josie, en fait, ça m'amène à ce point-là. Comment adapter une activité physique? Je vous disais que la prévalence de l'arthrite, bon, on peut s'obstiner sur les chiffres, mais grosso modo, en présence d'obésité, la prévalence monte à 30 %. Donc, le risque d'arthrite en présence d'obésité est très élevé. Et on pourrait aussi prendre la question de Josie et ajouter à ça une maladie cardiovasculaire. Si moi, j'ai un problème cardiovasculaire, j'ai eu des pontages, par exemple, ou peu importe, et je fais aussi de l'arthrite, comment faire de l'activité physique? La motivation la plus grande pour faire de l'activité physique dans une grande population, c'est la perte de poids. Donc, souvent, les gens vont vouloir bouger, faire l'activité pour perdre du poids. Et cette perte de poids-là a des effets positifs, bien, évidemment, sur la charge qui repose sur nos articulations. Ça, c'est clair pour tout le monde. C'est comme logique. Hein? Si je suis moins pesant, ça devrait être mieux pour mes articulations. Mais c'est bon pour une autre raison aussi. Est-ce que quelqu'un a une idée? De perdre du poids, pourquoi c'est bon pour prévenir l'arthrite, pour diminuer peut-être les symptômes, améliorer ses capacités physiques? Ça enlève la pression. Ça revient un peu à ce que je disais, on a moins de poids. Mais ce qui est plus nouveau comme approche, disons pas comme approche, mais comme raison qui explique les bienfaits d'une perte de poids, c'est que de perdre du poids, ça diminue votre niveau d'inflammation de base. Donc, on peut avoir un bas niveau d'inflammation. On le voit chez les personnes qui sont très sédentaires. On le voit chez tout le monde avec l'avancée en âge. Là, je ne vous parle pas d'avoir des articulations gonflées. Un bas niveau d'inflammation. Avec certains tests, on peut voir qu'il y a des marqueurs de l'inflammation. Et les personnes qui sont obèses ont plus d'inflammation, ils ont un bas niveau d'inflammation. Donc, le fait de perdre du poids, puis là, on ne parle pas de revenir à un poids santé nécessairement, de perdre 5 % de votre poids ou 10 % de votre poids, ça a des bienfaits sur ce niveau d'inflammation-là. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles la perte de poids est intéressante dans un contexte d'obésité. C'est, oui, il y a moins de charge sur vos articulations, mais il y a aussi moins d'inflammation, pour le résumer comme ça. Les personnes qui ont de l'arthrite dans les doigts, il ne marche pas sur les mains. Je veux dire, c'est le fait d'avoir plus de poids sur les articulations, vous ne devriez rien changer pour les doigts, vous êtes d'accord? Mais pourtant, si ces personnes-là perdent du poids, il y a des bienfaits, notamment sur l'arthrite, qui concernent la main. Et si on veut perdre du poids, pour répondre plus précisément à Josie, ben, on veut aller dans des niveaux d'activité physique idéalement modérés, sinon soutenus. Il faut que vous ayez chaud, il faut que vous transpiriez. Et il faut essayer de faire cette activité-là physique plus que 5 minutes par jour, mais de viser un petit peu plus, 30, 40, 50 minutes, quelques fois par semaine. Mais tout ça en adaptant l'activité physique. De quelle façon? Parce que on veut tous souvent faire un peu plus d'activité physique. En général, c'est tout le temps plus compliqué, il faut se motiver, tout ça, on en parlera tout à l'heure. Mais dans un contexte d'arthrite, souvent, il faut adapter l'activité physique. Et si vous ne l'adaptez pas, moi j'ai des patients qui me disent « Non, 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 je vais être capable, c'est bon, ça va aller ». Qu'est-ce qui se passe si l'activité physique est trop élevée? Si, par exemple, l'intensité est trop élevée? Bon, vous avez tout dit. Découragement, blessure, abandon. Moi, j'ajouterais baisse de motivation. Moi, j'ai pris des cours de gymnastique quand j'étais petit. J'étais tellement poche, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, les anneaux, là, j'étais là de même, j'étais pendu là, puis j'étais pas capable de bouger, j'étais pas capable de me lever, j'avais l'air d'un clown. Ben, pensez-vous que j'avais hâte, moi, la semaine d'après, de retourner là? J'avais l'impression de faire rire de moi, j'étais démotivé, j'avais mal au ventre, je ne devais rien savoir. Donc, quand c'est trop difficile, vous avez énuméré plusieurs éléments qui vont faire qu'on va arrêter. Mais aussi quand c'est trop facile. Je suis certain qu'il y a des gens qui lisent certains de mes livres, qui voient les exercices, qui disent « Mon Dieu, c'est bien plate, ça, c'est bien facile, pourquoi qu'on met... » Bon, mais ces exercices-là ne sont pas pour eux, donc si c'est trop facile aussi. Donc, il faut adapter l'activité physique. De quelle façon? C'est quoi les paramètres pour adapter l'activité physique d'après vous? Qui a dit l'âge? OK, on exclut l'âge, c'est pas un facteur. Le prochain livre que je suis en train d'écrire, c'est sur le vieillissement, et le titre va ressembler à quelque chose comme « C'est normal à votre âge », et on entend ça depuis qu'on est tout petit, les stéréotypes sur l'âge. Moi, mes patients de 25 ans qui ont mal au dos, qu'est-ce qu'ils me disent? Mon Dieu, je me sens vieux aujourd'hui, ça n'a comme pas de bon sens. 25 ans. 45 ans, qu'est-ce qu'ils me disent? Même chose, qu'ils se sentent vieux. On associe l'avancée en âge à la douleur
c'est pas un processus normal de vieillissement. Les cheveux gris, c'est un processus normal de vieillissement. La perte de densité osseuse, c'est un processus normal de vieillissement. On peut pas retrouver de la densité osseuse, mais la douleur, c'est pas un processus normal de vieillissement. Fait que le jour où vous ferez dire c'est normal à votre âge, vous avez de la douleur, merci, bonjour, c'est inacceptable comme réponse. Fait que c'est pas un facteur pour adapter l'activité physique, mais vous en connaissez plein d'autres, vous les utilisez aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut varier dans une activité physique pour l'adapter? L'intensité. Donc, c'est le premier sujet. Bon, je viens de donner ma réponse. On va revirer de bord. C'est bon. Fait que ceux qui l'ont vu, vous allez pouvoir dire quelque chose. L'intensité. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Je pense qu'il y en a, Josie. Il y a la fréquence. La fréquence, l'intensité, le type, puis le temps de l'entraînement. Le moment du jour où on l'a fait, c'est une réponse. Je vous dirais aussi, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut dire. Les pauses que vous allez prendre ou les périodes de repos. Donc, si vous allez marcher, c'est une activité qui est simple, bien, vous pouvez prendre des pauses. Si vous savez que la douleur va augmenter, bien, essayez de prendre la pause avant. Ça paraît tellement simple de dire ça, mais le fait d'être capable d'adapter votre activité physique, vous allez pouvoir, d'une part, la faire, ça c'est logique, mais vous allez pouvoir aussi soutenir votre motivation. Et moi, ce que j'ai le plus négligé avec mes patients, c'est leur motivation. Je leur donnais pas assez d'outils pour se motiver. Donc, il faut adapter le niveau d'activité physique pour se motiver. Il faut aussi trouver des outils pour se motiver. Qu'est-ce qui vous motive quand vous faites de l'activité physique? Le plaisir. Ça aussi, ça peut sembler évident, mais j'avais publié un truc sur Facebook, je demandais aux personnes, qu'est-ce qui vous motive? Puis il y a des personnes qui me disaient, j'ai pas besoin de me motiver, je me motive pas, j'aime ce que je fais. Mais en fait, ce plaisir-là, c'était une source de motivation, c'est la source de motivation la plus élevée. Est-ce que vous avez d'autres sources de motivation pour vous aider à faire l'activité physique? Pardon? Rencontre sociale. Une autre chose qui motive vraiment beaucoup, qui va vous aider à pouvoir soutenir une pratique d'activité physique, c'est de le faire avec une autre personne ou avec plusieurs personnes. Le réseautage que vous allez faire aujourd'hui pendant cette rencontre-là sur l'arthrite, c'est absolument fondamental, mais c'est la même chose pour l'activité physique, que vous le faites avec une personne ou dans un groupe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous motivent? Les bienfaits. Donc, que ce soit la diminution de la douleur, on a parlé de la perte de poids, le fait d'être moins fatigué. C'est un peu paradoxal. Le fait de faire de l'activité physique régulièrement, vous allez probablement être moins fatigué. Le premier réflexe, c'est de dire, ben non, je suis trop fatigué, j'irai pas. Évidemment, il faut nuancer, il faut adapter, mais en général, quand vous avez un bon niveau d'activité physique, vous allez être moins fatigué. On sait que la fatigue avec plusieurs formes d'arthrite, c'est un problème en soi. Donc, ça peut être un élément. On a parlé aussi de soulager la douleur, donc de réaliser les bienfaits de l'activité physique sur votre douleur, sur vos capacités physiques, sur vos capacités fonctionnelles, et de bien réaliser ces bienfaits-là, ça va vous aider à vous motiver. Il y a une autre réponse? Oui, je trouve que qu'est-ce qui est motivant, c'est d'obtenir des résultats. Et dans l'activité physique, les résultats n'arrivent pas immédiatement ni de façon grandement tangible. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'il faut que vous trouviez des motivations, disons, à moyen terme, par exemple, comme la perte de poids. Là, si je vais courir 3 soirs au marché, faire du vélo, de la natation, n'importe quoi, 3 soirs par semaine pendant un mois, j'aurais pas nécessairement perdu du poids la première semaine. J'ai besoin d'une motivation pour m'aider à continuer à pratiquer cette activité physique-là. Donc, de vous récompenser, ça peut avoir de l'air simple, mais de vous donner une certaine récompense après avoir fait l'activité physique et de revenir au plaisir de vous organiser pour que ça soit intéressant de faire l'activité physique. Moi, j'ai ça faire du vélo stationnaire. Ben, je fais du vélo ou d'un appareil de cardio dans un gym avec de la musique. J'adore la musique, donc je me motive comme ça. Ma mère, qui est décédée il y a vraiment pas très longtemps, s'était cassé une hanche, avait des problèmes d'arthrite, de douleurs chroniques. C'était vraiment complexe comme situation. Elle s'est cassée la hanche. Bon, mes parents vivaient ensemble. D'après vous, c'était quoi? Elle avait 81 ans quand elle s'est cassée la hanche. Elle n'était pas en bonne santé. Et elle a réussi à faire des exercices. Ma mère, qui avait jamais fait d'exercices, on en parlait souvent, on était en bon terme évidemment, mais on en riait là, parce qu'elle avait un fils physio puis elle voulait rien faire d'exercice. Elle aurait élevé sa main pour la motivation. Elle aurait dit, moi, il n'y a rien qui me motive. Mais elle a trouvé une motivation. Laquelle, vous pensez? Exactement, la bonne raison, la bonne réponse. En fait, ma mère voulait pas devenir un fardeau pour mon père, qui était en bonne santé. Donc, pour elle a fait ses exercices tous les jours pendant 2 ans.
Et c'était pas désagréable, elle les faisait, elle avait pris cette responsabilité-là parce qu'elle voulait pas devenir un fardeau pour mon père. Donc, c'est une motivation un peu négative. On n'était pas nécessairement dans le plaisir au premier degré, mais ça a fonctionné. Donc, vous pouvez tous vous trouver une motivation à partir du moment que vous dites, ouais, je suis d'accord, c'est vrai, ça va être bon, pas juste pour les articulations, pour la santé aussi, de faire l'activité physique. Il faut absolument, oui, adapter l'activité physique, mais aussi vous trouver une forme de motivation. Je vais vous donner un exemple très pratico-pratique pour adapter le niveau d'activité physique, en l'occurrence d'un exercice. Donc, vous allez vous avancer sur le bout de votre chaise pour que vous puissiez bouger plus facilement. Donc, reculez peut-être un petit peu de votre chaise. On a une grande salle, fait qu'on va avoir de la place. Il y a des mouvements très simples que vous pouvez faire. Donc, si vous croisez les mains sur les épaules et vous, donc moi je le fais, je reste debout, mais vous faites cet exercice-là assis et vous allez incliner votre dos, par exemple, vers la droite ou vers la gauche, peu importe, et vous le faites de l'autre côté. Bon, ça, c'est un exercice. On pourrait faire une rotation d'un côté, une rotation de l'autre côté. Bon, si vous étiez venu à la conférence juste pour ça, vous auriez été un petit peu déçu, mettons. Hein? Bon. Mais la prochaine fois que vous allez avoir une raideur au dos, ben, vous avez ces deux exercices-là assez de base, on est d'accord. L'exercice, le premier que je vous ai fait faire, l'inclinaison. Je vous ai dit, vous allez incliner votre dos. Il n'y a personne qui a levé la main qui m'a dit quelle vertèbre tu veux qu'on incline. Le haut du dos, le bas du dos. Dans votre dos, puis si on inclut votre cou, vous avez 2 douzaines de vertèbres. Non, mais c'est quand même quelque chose. Imaginez qu'on va prendre une marche là, à 300, puis on a 24 genoux par personne. Puis là, on se promène à 300 avec nos 24 genoux. Ça serait surréaliste. Mais quand vous bougez votre dos, vous bougez ces 24 vertèbres-là qui s'articulent aussi avec d'autres affaires. Et quand on a mal, en général, est-ce qu'on veut bouger ce qui est raide ou on veut bouger ce qui est souple? Ce qui est raide. Bon. Et qu'est-ce qui bouge toujours en premier? Ce qui est souple. C'est que ça ne marche pas, finalement. Souvent, ce qui est raide, c'est ça qui va bouger en dernier et qui ne bougera pas. Puis des fois, on a des tensions dans le dos, on a beau se contorsionner, puis on n'arrive pas à attraper la bonne affaire. Donc, je vous donne juste un petit truc. C'est une façon aussi d'adapter le niveau d'activité physique. C'est de choisir le niveau de votre colonne vertébrale que vous souhaitez bouger. On va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est hyper simple. Vous allez l'avoir senti une fois et vous allez l'avoir intégré. On peut le faire avec le cou, on peut le faire avec tous les niveaux du dos. Il y a des personnes qui vont avoir de la misère à le faire. Et là, en tout cas, avec nos patients, presque toujours, la personne se dit, on dit que je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis pas intelligent, je l'ai pas, je suis poche. Puis, non, c'est pas ça, c'est probablement parce que c'est raide. Quand je vous disais que le cerveau s'adapte, c'est fou comment il s'adapte et qu'il se métamorphose. Josie, ça t'est sûrement déjà arrivé avec des enfants aussi. Moi, j'ai une patiente, entre autres, qui avait beaucoup les pieds, c'était beaucoup comme ça. C'est une personne qui avait un surpoids, un surplus de poids, donc elle voyait pas bien ses pieds, et je lui avais demandé de mettre ses pieds parallèles. Donc, elle avait mis ses pieds, mais ses pieds étaient comme ça. Mais dans sa tête, à elle, là, il était parallèle. Imaginez comment ça devient comme pas productif dans les mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours, quand le cerveau est même plus capable de bien percevoir ce qui est droit, ce qui n'est pas droit. Fait que l'exercice qu'on va faire dans 2 secondes, pour vous, ça va peut-être être difficile, mais si c'est difficile, ça me surprendrait que c'est parce que vous n'avez pas compris. C'est simple, cet exercice-là. Puis si c'est parce que vous n'avez pas compris, le fait de le répéter plusieurs fois, vous allez finir par être capable. Mais c'est peut-être raide. Et là, il faut vous donner du temps pour aller chercher plus de souplesse. Évidemment, dans un contexte d'arthrite, il y aurait plein de choses à rajouter. Mais quand même, c'est intéressant d'aller faire ces mouvements-là pour au moins dissocier. Si vous avez mal au coude, vous n'allez pas bouger votre épaule, vous n'allez pas bouger votre poignet, vous allez bouger votre coude pour voir si ça va mieux. Mais le dos, on ne réalise pas ça. On bouge toujours ce qui est souple en premier, parce que c'est comme un gros paquet de vertèbres. On a oublié qu'il y en avait plusieurs. Donc, vous prenez vos poings, vous les placez vis-à-vis votre sternum. Bon. Et là, vous allez faire une inclinaison, très simple, vous allez voir. Et il faut que tout ce qui est en bas de vos poings ne bouge pas, ça reste immobile. Donc, si je fais une inclinaison, ça ressemble à ça. Donc, c'est un petit mouvement, comme ça, puis on va incliner de l'autre côté. Évidemment, on incline la tête aussi, en même temps, je vais vous voir, fait que j'incline moins. De ce que je vois, là, à peu près tout le monde a ce mouvement-là. C'est pas un mouvement si simple que ça. Tout à l'heure, quand je vous ai dit incliner votre dos, il n'y a pas une personne qui l'a fait de la même façon, mais là, je vous cible, je vous aide à cibler ce mouvement-là. Presque tout le monde a ça du premier coup. Qu'est-ce que ça change? Ça vous donne une idée très concrète d'adapter un niveau, d'adapter l'activité physique, en l'occurrence, à une région qu'on souhaiterait mobiliser. On va le faire plus bas. Vous mettez vos poings vis-à-vis votre nombril, vous pouvez distancer vos genoux un petit peu. On n'est pas super bien fait, hein? Ils ont tout mis le poids ici.
Ça fait que quand on s'en va trop par là, on tombe. Tu sais, si nous avions mis notre poids dans les talons, personne ne tomberait et on n'aurait pas de fracture de hanche, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, vous pouvez écarter les jambes pour pas être déséquilibré. Donc, vous placez vos poings ici, et là, vous allez incliner, mais ça bouge à partir du nombril. Donc, ça fait un mouvement qui est beaucoup plus grand. Et là, pour ceux qui peuvent voir leurs voisins, on fait ça de l'autre côté, ben, c'est un peu comme si on est dans un concert rock. Là, on dirait que vous faites comme un gros mouvement. C'est pas du tout le même mouvement que tout à l'heure. On va le refaire, celui-ci. Vous placez vos poings et vous faites une inclinaison très localisée. Exactement. Non, mais imaginez, là, je ne sais pas combien on est. Là, on est peut-être 300. Là, ça a pris, je pense, 4 minutes. Puis tout le monde a compris ça tout de suite. Et vous allez vous en souvenir parce qu'on le fait. Et pourquoi vous allez vous en souvenir? Parce que votre cerveau a enregistré ça. Il y a une couple de petites connexions qui ont changé depuis ces minutes-là. Et vous avez intégré cette façon-là d'adapter cet exercice-là. On pourrait le faire pour plusieurs autres exercices. Je vais vous parler de sédentarité et d'activité physique. Je vous donne 5 secondes pour regarder ce tableau-là. Puis vous allez me dire si c'est quelque chose qui cloche. Et on pose la question aussi aux personnes aux villes satellites qu'on n'a pas entendu beaucoup. Le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Alors, ce que vous avez devant vous, est-ce que vous trouvez que ça a bien du bon sens? Ceux qui trouvent que ça a bien du bon sens, vous allez lever la main. Oh boy! Ceux qui trouvent que ça n'a pas de bon sens. Donc, vous ne savez pas trop, on dirait. Est-ce qu'on a des commentaires, Josie, peut-être? C'est une bonne occasion de faire son cardiovasculaire, Josie, avec le micro. Avez-vous un commentaire? OK. Donc, en attendant, peut-être une question ou un commentaire, Josie? Non, on continue? Non, on est silencieux. On est silencieux. Avec nos OK. satellites. Ben, moi, j'étais assez silencieux quand j'ai vu ça, parce que je me disais, sédentarité, activité physique, moi, je trouvais que ça avait vraiment du bon sens. Hein? Me semble. On est soit sédentaire, on est soit actif. Puis là, quand on est sédentaire, on file cheap un peu, on se sent coupable. C'est comme la pire question à poser à des patients. Faites-vous de l'activité physique? Ceux qui en font 5 jours par semaine, ils trouvent qu'ils en font pas assez. Puis ceux qui en font pas, ils trouvent pas qu'ils en font assez. Mais en fait, c'est comme la mauvaise façon de voir ça. Et je me suis longtemps posé la question, pourquoi on dit à tout le monde de faire plus d'activité physique? Est-ce qu'on réussit? Pas beaucoup. Si on regarde dans les dernières décennies, on a plus tendance à en faire moins qu'à en faire plus, alors qu'on sait tous que c'est bon pour la santé. Et peut-être que si on ciblait différemment nos interventions, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Donc, c'est pas une façon de bien comprendre, selon moi et selon plusieurs experts, le concept de sédentarité et activité physique. C'est deux concepts complètement séparés. Par exemple, vous pouvez être sédentaire. Moi, quand j'écris mes livres, si je les écrivais toujours en position assise, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais si c'était le cas, je pourrais être 7, 8, 9 heures de temps en position assise. Si je vous gardais pour la conférence 10 heures de temps en position assise, bon, il y en a qui seraient peut-être tannés, mais est-ce qu'on aurait fait une activité sédentaire? Oui. Donc, si vous faites ça tous les jours de votre vie, vous êtes sédentaire. Ça, c'est clair? Donc, la sédentarité, c'est être assis 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. L'activité physique, c'est une autre affaire. Josie, combien de temps tu cours par semaine, mettons, en moyenne? Bien, j'ai la chance de faire 3 sports. C'est entre 9 à 15 heures par semaine. Bon, 9 à 15 heures par semaine. Est-ce que Josie est active? Oui. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vous êtes actifs. On n'est pas obligé de faire juste de la course à pied, on peut faire de la natation. De la marche à intensité modérée, c'est bon aussi, ça compte là-dedans. On compte le temps par tranche de 10 minutes. Donc, Josie est active. Mais si Josie faisait un travail de bureau, si c'était elle, est-ce qu'elle serait sédentaire? Elle serait les deux. Exactement. Donc, on peut être les deux à la fois. On est physiothérapeute, les deux. Ça fait que quand on est physio, on ne fait pas une activité d'intensité modérée. Tout le monde est d'accord? Donc, quand je travaille, je ne suis pas actif. Donc, si je ne m'assois pas le soir, mais je ne fais pas de sport ou d'activité physique d'intensité modérée, je ne suis pas actif non plus. Donc, je serais ni sédentaire ni actif. C'est deux choses complètement différentes. Et là, on pourrait se dire, ouais, puis, ça change quoi? Mais ça change tout. Si vous voulez être moins sédentaire, vous devez être moins souvent assis. La position assise a des effets vraiment négatifs sur la santé. On connaît les effets de la cigarette sur la santé. Ça nous a pris plusieurs décennies pour bien intégrer ça. Pourquoi? Parce que faire le lien avec « j'ai fumé un paquet de cigarettes aujourd'hui »,
et un risque de cancer dans 20 ans, c'est difficile à faire. Mais la sédentarité, c'est le même principe. Le fait que vous soyez souvent en position assise, ça a des effets plus tard sur votre santé. C'est bien documenté. Il n'y a personne qui obstine ça. On pourrait apporter plein de nuances. Ça augmente, par exemple, votre risque de diabète. Ça augmente votre risque de maladie cardiovasculaire. Et si vous avez une maladie cardiovasculaire et vous êtes sédentaire, ça va être plus compliqué de vous en remettre. Je vous parle de position assise. Et si vous voulez être assis moins souvent, il y a 3 objets. Je donne des trucs très simples. Il y a 3 objets. Si vous examinez les interactions que vous avez avec ces objets-là durant la journée, qui vont vous permettre d'être moins sédentaire. Le premier objet, c'est la chaise. Ça, c'est pas une grosse nouvelle, mais pensez-y, la chaise, elle est partout. Si vous avez de la visite, vous leur dites pas on va rester debout, vous offrez une chaise. Quand vous montez en autobus, moi j'ai travaillé en obstétrique à Sainte-Justine, je m'enrageais une fois par semaine les femmes enceintes qui me disaient il y a personne qui m'a laissé sa place dans l'autobus parce que tout le monde veut garder sa position assise. La chaise, c'est devenu quelque chose qu'on voit partout et c'est bien de s'asseoir, or que c'est aussi normal d'être debout. Le deuxième objet, ça serait quoi qui vous force à être sédentaire? Exactement. La télévision et l'ordinateur, les écrans. Donc, les écrans, qu'on le veuille ou non, si moi, à mon travail, j'ai un écran, il n'y a pas de miracle, je peux pas faire autrement qu'être assis, à moins que j'ai un poste de travail assis debout, tout ça. Donc, les écrans, et entre les écrans et l'ordinateur, entre la télé et l'ordinateur, qu'est-ce qui est le moins bon pour la santé? Entre les écrans, entre l'ordinateur et la télévision, c'est la télévision. La télévision, c'est associé à de moins bonnes habitudes alimentaires, notamment en raison des publicités qu'on reçoit, vraiment les publicités de malbouffe, on en voit vraiment une puis une autre, et souvent depuis longtemps. Donc la télévision, c'est particulièrement associé à des effets négatifs sur la santé. Et la troisième chose qui fait en sorte que vous êtes souvent en position assise, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, c'est la voiture. Donc si vous voulez être moins souvent en position assise, vous pensez à la chaise, vous pensez aux écrans, particulièrement à la télévision et la voiture. Les cônes oranges, peut-être? Oui, les cônes oranges, mais on pourrait donner plein de pistes de solutions pour pouvoir modifier un peu les habitudes. Le fait que vous modifiez 15 minutes ou 30 minutes par jour de vos habitudes en lien avec la sédentarité, donc être moins souvent en position assise, ça peut aussi avoir des effets directs sur l'arthrite, sur votre condition. C'est pas rien. Les paquets de cigarettes, il a fallu mettre des petites photos de poumons encrassés pour qu'on fasse avec les années le lien entre fumer et la santé. Là, on a intégré ça et on comprend le lien de cause à effet. La sédentarité, c'est le même principe. Et il y a 4 sphères dans votre vie. Là, je vous ai nommé 3 objets. Je prends le temps de vous donner ça parce que parfois, on se dit, oui, mais moi, je peux pas être moins souvent assis pour plein de raisons. Il y a souvent un moyen d'aller chercher un petit 15-30 minutes. Il y a 4 sphères dans votre vie que vous pouvez, vraiment, sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour être moins sédentaire et faire plus d'activités peut-être aussi. Ce que vous faites à la maison, ce que vous faites au travail, ce que vous faites dans vos loisirs et ce que vous faites dans les transports. Quand vous vous déplacez. Donc, d'aller au centre d'achat puis de laisser sa voiture un petit peu plus loin pour marcher, si votre condition physique le permet cette journée-là, ça peut être une stratégie intéressante pour plus bouger, donc d'être moins, et surtout d'être moins longtemps en position assise, et aussi de faire plus d'activité physique. Donc, c'est l'autre aspect. Rencontrer les recommandations en matière d'activité physique, c'est absolument fondamental dans un contexte d'arthrite. C'est encore plus important. Combien de minutes, les recommandations générales, là, c'est combien de minutes qu'on devrait faire dans une semaine d'activité physique? Combien? 150. Donc, c'est 150 minutes par semaine. Combien d'heures par semaine on écoute la télévision en moyenne? 30. Ça fait combien de minutes, ceux qui sont vite en maths? 1800. Donc, on met 1800 minutes, on passe 1800 minutes devant la télévision, et si on prenait juste un petit 150 minutes d'activité physique, ça changerait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et il ne faut pas banaliser non plus les activités physiques de faible intensité. Donc, si vous êtes très sédentaire et en plus, vous ne bougez pas beaucoup et vous dites, si je marche dans la maison, parce que pour plein de raisons, c'est difficile d'aller marcher à l'extérieur, l'hiver, il y a la glace, tout ça, mais les activités physiques de faible intensité, c'est pas inutile non plus, même si dans le 150 minutes, on calcule les activités d'intensité modérée. Si on faisait le tour de la salle et on vous demandait, Josie avec le micro, on va demander à chaque participant combien il pèse. On ne le fera pas. Mais
Vous êtes content qu'on ne le fait pas? Mais vous sauriez la réponse. Qui ne connaît pas son poids? Ou qui n'a pas une idée de son poids? Quand même, c'est rare. Si on faisait le même tour de table, Josie, si on demandait aux personnes combien de pas par jour vous faites, qui le sait à main levée? Donne un échéancier, pas un échéancier, mais un nombre, Denis. OK. Fait que vous voyez le nombre de mains qui sont levées. Ça, c'est les personnes qui ont une idée du nombre de pas qu'ils vont faire par jour. Là, Josie me dit de donner un barème, une échelle, mais je ne donnerai pas tout de suite. Donc, si moi je vous dis mon poids, j'hésite entre 20 kilos et 400. Pas sûr. Et après ça, je veux essayer de perdre du poids. Vous diriez, ben là, peut-être qu'il faudrait qu'on se parle. Mais pour le nombre de pas par jour, c'est une donnée où vous êtes de plus en plus familier avec ça, le nombre de pas qu'on va faire par jour. Le fait d'avoir un petit podomètre à 20$, là, tout cheap, ça fait en sorte que vous risquez en tout cas de marcher beaucoup plus si vous avez un podomètre en comptant vos poids. Quand vous perdez du poids ou vous en gagnez, un chiffre, c'est simple à comprendre, ça motive. Par exemple, la perte du poids, vous pouvez comparer avec la veille, ou la journée d'avant, ou la semaine d'avant, ou le mois d'avant, c'est facile à mémoriser. Mais pour le nombre de pas par jour, c'est le même principe, c'est un chiffre, c'est court, et ça vous permet de vous positionner sur le fait que vous êtes sédentaire ou pas, et que vous devriez peut-être marcher un petit peu plus. Et là, je vais répondre à la question de Josie en donnant des indications plus précises. Les personnes qui sont très sédentaires, d'après vous, font combien de pas par jour? On dit 200. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se risquer à un autre chiffre? On a dit 5000, 2000. Je vous dirais que les gens qui font 2000 pas par jour ou moins sont très sédentaires. Donc ça, c'est des personnes dont les pas, là, ça va servir à aller du lit au garde-manger, à la table, à la télévision, puis à l'auto. Fait que si ça représente à peu près ce que vous faites, ça donne à peu près ça. Ça donne à peu près 2000 en général. Là, il faut faire une méga parenthèse. L'idée, c'est pas de se culpabiliser. L'idée, c'est juste de prendre conscience du nombre de pas. Moi, j'ai perdu 30 livres il y a quelques années et j'avais aucune idée de ce que je mangeais, du nombre de calories, du nombre de... Bon, je sais qu'il y a des nutritionnistes qui sont pas trop fervents ou ferventes de tout compter. Moi, je l'ai fait pendant 2-3 semaines juste pour avoir une idée de ce que je mangeais, ça représentait quoi. Ça m'a aidé. Puis après ça, j'ai juste coupé les portions parce que je mangeais comme un défoncé, puis c'était surtout ça mon problème. Et j'ai perdu ces trentaines de livres-là sur plusieurs années. Bon, c'est la même chose pour le nombre... Oui, Josie? Oui, Denis, j'avais une question très intéressante dans la salle parce que là, on parle du nombre de pas, mais qui revient à la condition de assis de tout à l'heure. Est-ce que la position couchée est aussi néfaste? Je m'excuse de te couper. Non, c'est une bonne question. En fait, la position couchée, quand vous dormez, un nombre d'heures normal, entre guillemets, là, 7, 8, si on étire beaucoup à 9, mettons, c'est pas de la sédentarité. C'est sûr que si vous passez du temps éveillé, couché, parce que vous avez mal ou par habitude, parce que vous regardez la télévision dans votre lit, c'est de la sédentarité. Donc, on rentre aussi ce nombre d'heures-là quand vous dormez pas. Et à l'inverse, si vous allez marcher, vous allez travailler, vous arrivez chez vous, vous êtes assis pendant une demi-heure, puis vous récupérez, c'est pas de la sédentarité. Donc, on calcule aussi le temps couché en période éveillée. Donc, 2000 pas par jour, c'est sédentaire. Il y a des personnes ici qui ont dit 5000. Ils n'avaient pas tout à fait tort, parce qu'à 5000, on peut pas dire qu'on a atteint les objectifs. Mais pour vous donner vraiment un barème, si vous dépassez 5000 pas par jour, ça commence déjà à être pas pire. Les risques pour la santé augmentent vraiment considérablement si vous êtes en bas de 5000 pas par jour. Le chiffre qu'on vise en général, le chiffre qu'on entend le plus en pas par jour, qu'il faudrait atteindre, c'est combien? Non, mais c'est fou, hein, parce que, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais tout le monde a la bonne réponse. Ou en tout cas, tout le monde n'a pas parlé, mais tous ceux qui ont parlé avaient la bonne réponse, 10 000. Moi, ça fait quelques années que je donne des conférences, puis il y a 4 ans, là, personne ne répondait 10 000. Vous voyez comment ça change? Vous parlez de la cigarette, mais on réalise de plus en plus que c'est pas normal d'être assis tout le temps. Je veux dire, les extraterrestres qui nous regardent doivent se dire qu'ils sont en train de paralyser, ils ont une maladie, il y a quelque chose. Fait qu'il faut comme marcher, on le sait maintenant, et plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes au courant que c'est important de marcher 10 000 pas par jour. Il y a une question, si vous avez une bonne voix, je vais la prendre comme ça. Des postes assis debout, donc vous pouvez les monter, les descendre. On peut se lever et la surface monte, qui se descend. Alors, est-ce qu'il y a un avantage à travailler debout, puis assis,
Puis debout, nous, on nous a dit que, mais je sais pas si c'est prouvé, que c'était bon pour le cholestérol. Il y a certaines personnes qui avaient... Je vais répondre à votre question. Je me permets de vous interrompre parce qu'il reste plus beaucoup de temps, mais votre question est très intéressante. Est-ce que les postes assis debout, c'est efficace? Ben, on pourrait dire, est-ce que c'est efficace? Oui, mais pourquoi? D'abord, pour vos articulations. Je vous ai parlé de la synovie. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde que si on se lève, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, il y a au moins toutes les articulations des membres inférieurs qui bougent un petit peu, les épaules, le cou, le dos aussi. Donc, pour vos articulations, pour la synovie, c'est absolument hyper intéressant, encore plus dans un contexte d'arthrite. Il faut juste s'assurer d'avoir une bonne posture, là, si vous êtes tout croche parce que c'est mal installé. Ces postes de travail-là sont vraiment intéressants. On n'a pas beaucoup de données à long terme sur des grandes populations, sur les effets sur la santé. Mais avec tout ce qu'on sait, là, je vais vous parler des muscles, avec tout ce qu'on sait, ne serait-ce que sur les muscles, on peut pas se dire, il faut se dire que ça a des effets positifs sur la santé. Sur le taux de cholestérol, point d'interrogation. Sur le risque de diabète, point d'interrogation. Sur les maladies cardiovasculaires, point d'interrogation. On va parler des muscles dans 2 secondes. Je ne prendrai pas tout de suite d'autres questions parce que je vais absolument aller vous parler des muscles. Donc, oui, c'est intéressant. Par contre, ce qu'on recommande encore plus, si vous êtes assis ou assise pendant 1 heure, si vous prenez une pause de 5 minutes ou si vous prenez votre poste assis debout puis vous êtes debout pendant 10 minutes, mais c'est aussi de bouger. On a besoin du mouvement. C'est absolument fondamental et j'ai gardé ça pour le dessert. Ben, en tout cas, c'est pas ça qu'on vous sert là, pour le dessert, mais pour le dessert de ma conférence à moi. Les muscles. Votre cœur, c'est important pour vous. Vous y tenez. Qui veut faire un infarctus? Les poumons. Le cerveau, la maladie d'Alzheimer, on veut pas ça. Le foie, cancer du pancréas, nos organes, l'hypothyroïdie, c'est pas le fun. Qui s'inquiète pour les muscles? Qui s'inquiète pour les muscles? Ma mère, je vous en parlais tout à l'heure, ses muscles avaient fondu. C'est pas bien inquiété de la santé de ses muscles. Il y a des problèmes d'arthrite aussi. Vos muscles, c'est votre organe, un des organes en tout cas le plus important, encore plus dans un contexte d'arthrite, encore plus parce que vos muscles se métamorphosent, peuvent se changer avec des exercices, par exemple avec de l'activité physique. Donc, vos muscles, c'est important pour votre santé. Et ce qu'on a découvert aussi relativement récemment, c'est que dans vos muscles, il y a différentes structures qui permettent à vos muscles de se transformer. Je vous disais, la table, elle ne bougera pas, elle va revenir dans 6 mois, elle va être pareil. Pas vos muscles. À Sainte-Justine, et Josie a travaillé avec cette clientèle-là, moi aussi, il y a des enfants, et des adultes aussi, là, qui reçoivent des greffes de moelle osseuse. Ça vous dit quelque chose? Ça sauve des vies. Pourquoi? Parce qu'on utilise des cellules souches, des cellules qui ne sont pas différenciées. Donc, on a une cellule qui peut devenir un globule blanc, un globule rouge. Et on fait des greffes de ça, je simplifie. Dans vos muscles, vous avez des cellules souches. Quand j'ai pris mes cours, moi, c'était pas là, dans les livres d'anatomie, on ne le savait pas. Vous avez des cellules souches, non différenciées, qui peuvent se transformer pour aller réparer vos muscles, pour faire grossir votre muscle, etc. Là, est-ce qu'il y a des gens qui s'endorment ici en ce moment? J'espère que non. On dirait que personne ne dort. Reste qu'une minute, Denis. Pardon? Il faut les garder réveillés encore 1 minute. Il reste juste 1 minute? Oui. Moi, j'avais 5 ici. Bon, on a 1 minute. OK. 1 ou 5? OK, on va prendre 5. OK. Donc, je vais vous poser si vous êtes endormi parce que vos cellules souches dorment en ce moment. Vos cellules souches sont dans des niches. Ça s'appelle vraiment comme ça. Et vous ne voulez pas que vos cellules souches dorment tout le temps de votre vie. Puis avec le temps, ils vont finir par s'endormir vraiment solides. Et quand vous bougez, ça brise la niche, ça active les cellules satellites qui se transforment. On a des mitochondries aussi, des centrales énergétiques dans vos muscles qui sont capables de se transformer, de mieux travailler. Donc, pour plein de raisons, vos muscles arrivent à se transformer et surtout, vos muscles libèrent des myokines. Qui veut se faire greffer 4 testicules, 2 ovaires de plus, 8 grandes thyroïdes? Personne ne veut avoir ça. Mais vos muscles libèrent des messagers chimiques comme des hormones qui participent à votre équilibre métabolique. Ça a été bien démontré. On en connaît 300. On va apprendre plein d'autres choses dans les prochaines décennies, mais on sait maintenant que le muscle, ça sécrète des hormones ou, si vous préférez, des messagers chimiques qui participent à votre santé métabolique. On sait que l'arthrite, c'est pas juste un problème d'articulation, point. C'est un problème systémique. Donc, vos muscles, c'est votre meilleur outil pour améliorer votre condition dans un contexte d'arthrite. Il y a sûrement des couples dans la salle. Peut-être, des gens en couple, on n'a pas 300 célibataires, on va barrer les portes puis on va faire des rencontres. Mais, donc, il y a des couples dans votre corps aussi. Hein, l'utérus, les ovaires, ça va ensemble. Le cœur avec les poumons. Donc, on sait maintenant que les muscles, c'est en couple avec les
os. Et prendre soin de la santé de vos muscles, c'est prendre soin de la santé de vos os. C'est absolument fondamental de vous souvenir de ça. Donc, de bouger, de faire plus d'activité physique, c'est important pour ça. Et de vous souvenir que vos muscles, c'est pas juste une patente à vous faire bouger, même si c'est important, ça participe aussi à l'équilibre métabolique. Donc, de bouger, même si c'est des activités physiques de faible intensité, c'est intéressant. Et je parlerai jamais suffisamment des muscles, et peu importe votre état de santé, peu importe votre âge surtout, ben on peut métamorphoser ces muscles-là, on peut améliorer la force. Et à l'inverse, quand on fait rien, par exemple, les cellules satellites continuent à dormir et on n'en profite pas. Qui oserait, pour les 2 prochaines semaines, de pas parler fort, presque pas respirer, essayer de baisser votre fréquence cardiaque? Personne ne voudrait faire ça. On se dirait, ben voyons donc, il ne faut pas faire ça. Mais on le fait avec nos muscles, parce qu'on est sédentaire, parce que la vie nous force à s'asseoir. Mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, quand vos muscles ne contracteront pas, vous allez peut-être penser à vos cellules satellites, peut-être penser aussi à votre respiration pour c'est-à-dire que de ne pas interrompre cette activité respiratoire-là et de continuer à bouger vos muscles. Denis, je te coupe Oui. parce que nos collègues à Lévis ont une très bonne question OK. pour synthétiser le tout, pour activer nos muscles cardiovasculaires. Ils posent une question précise sur l'activité physique. Oui. Est-ce que, par exemple, 30 minutes de vélo équivaut à 30 minutes de marche pour nos muscles, pour notre cœur et tout? Est-ce que 30 minutes de yoga équivaut à 30 minutes de marche, sachant que c'est des activités qui sont disponibles pour tous? OK. Donc, chaque activité n'a pas les mêmes effets, bien sûr. Ce qu'on peut recommander, c'est de varier les activités physiques. Si vous pouvez vous en prendre 2, c'est déjà pas pire. J'ai changé la diapo. Donc, on a des exercices de renforcement. Donc, si on fait du spinning, on va faire du renforcement au niveau des cuisses avec le cardiovasculaire. Si on fait du yoga, on va travailler plus la souplesse. On peut aussi prendre soin de nos muscles par des automassages, par exemple. Donc, avec une balle, c'est pas inutile. Une balle, ça permet d'étendre les muscles qui sont tendus et aussi de stimuler des muscles qui ont tendance à moins être utilisés. Donc, si on fait du vélo, par exemple, on pourrait prendre juste l'exemple du vélo, Josie, même. Il y a du vélo stationnaire. Et il y a du vélo ordinaire, là, du vélo de ville ou du vélo de montagne. Donc, si vous avez moins d'équilibre, peut-être que vous allez prendre du vélo stationnaire, ça semble logique. Du vélo stationnaire, ça permet de contrôler tous les paramètres. Donc, il n'y aura pas de petites bosses. On peut plus facilement contrôler les paramètres. Et de faire du vélo de ville, par exemple, ben, c'est autre chose. Ça pratique plus l'équilibre. C'est peut-être plus agréable pour certains. Je vous parlais de la motivation aussi. La première réponse à dire, ben, c'est de faire les activités que vous aimez. Donc, dans le choix qu'on nous a donné, ben, commencez par prendre ce que vous aimez, mais d'avoir un équilibre entre des exercices de renforcement, des exercices de souplesse et aussi de prendre soin de vos muscles, de faire des massages, des automassages avec des balles. Ça peut être une bonne façon de détendre des muscles dans un contexte d'arthrite. Le bas du dos, les fessiers, plein de muscles. Donc, de rouler une balle comme je le montre, c'est vraiment tout simple. Là. De faire ça pendant quelques minutes, ça peut être une bonne façon aussi de prendre soin de nos muscles. Est-ce qu'il y avait une autre question? Tu avais comme une face de question? Non, OK, il n'y a pas d'autres questions. C'est ma face chronomètre. C'est bon. Alors, on a terminé la conférence. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous. J'espère que j'ai pu vous convaincre peut-être un petit peu de réfléchir à cette position assise-là qu'on surutilise et des effets, entre autres, sur l'arthrite. Donc, d'être peut-être un petit peu moins souvent assis, d'adapter avec tous les critères que j'ai mentionnés, vos activités physiques et d'en faire un petit peu plus. On n'aura pas, je pense, de temps pour des questions. On a répondu à quelques-unes. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne suite cet après-midi. Merci grandement, Denis. Merci beaucoup.